Bill est là, le premier. Il est assis sur l'une des chaises de la salle de lecture et observe Mike qui s'occupe des quelques derniers abonnés de la soirée. Une vieille dame avec tout un assortiment de livres de poche sur le Moyen-Âge, un homme qui tient un énorme volume sur la guerre civile, et un adolescent maigrichon avec un roman d'où dépasse le titre de près de 7 jours. Sans la moindre impression qu'il s'agisse là d'un hasard extraordinaire, Bill constate que ce livre est son dernier roman. Il a le sentiment qu'il est au-delà de toute surprise, que les coïncidences stupéfiantes sont des réalités auxquelles on veut bien croire et qui se révèlent n'être que des rêves. Une jolie jeune fille, sa jupe écossaise maintenue fermée par une grosse épingle de sûreté dorée. Seigneur, cela fait des années que je n'en ai pas vu. Reviendrait-elle à la mode, songe-t-il? Alimente en pièces un photocopieur, un œil sur la pendule placée derrière le bureau. Ce ne sont que bruits étouffés et rassurants de bibliothèque, chuintement des semelles sur le lino noir et rouge, battement régulier de l'horloge qui égrène les secondes à coups secs, ronronnement de petits félins du photocopieur. Le garçon prend son roman de William Denbrough et va rejoindre la jeune fille en jupe écossaise. Elle vient de finir, elle range les pages photocopiées. « Tu n'as qu'à laisser ces photocopies, Marie, lui dit Mike. Je les rangerai. » Elle lui adresse un beau sourire. « Merci, monsieur Hanlon. »« Bonsoir, Marie. Et bonsoir, Billy. Rentrez directement chez vous, les enfants. »« Le père Fouettard vous attrapera si vous ne faites pas attention, » chantonne Billy, le maigrichon, en passant un bras de propriétaire autour de la taille mince de la jeune fille. « Oh, il ne voudrait sûrement pas d'un couple aussi moche que vous, » rétorquait Mike, « mais faites tout de même attention. »« Nous ferons attention, monsieur Hanlon, » répondit Marie sérieusement, en donnant un léger coup de poing à l'épaule de son compagnon. « Allez, viens, espèce d'affreux, » ajouta-t-elle avec un petit sourire. Son geste la transforme. Elle n'est plus tout à fait la collégienne mignonne et vaguement désirable d'il y a un instant, mais plutôt la pouliche nullement gauche qu'était Beverly Marsh à 11 ans. Et quand il passe, Bill est troublé par sa beauté. Il a peur. Il voudrait dire au garçon, très sérieusement, qu'il ne doit passer que par des rues bien éclairées et ne répondre à aucune des voix en rentrant chez lui. On ne peut pas être prudent sur un skate, monsieur, murmure une voix fantôme dans sa tête. Et Bill a un sourire d'adulte, un sourire lugubre. Le garçon tient la porte ouverte pour la jeune fille. Il passe dans le vestibule, se rapprochant, et Bill est prêt à parier ses droits d'auteur sur le livre que Billy tient sous le bras, qu'il lui a volé un baiser avant de gagner la porte d'entrée. « Bien fou si tu ne l'as pas fait, mon petit Billy. Et maintenant, ramène-la chez elle, s'entraîner. Mike l'interpelle. « Dans une minute, je suis à toi, grand Bill. Je finis de ranger ça. » Bill acquiesce et croise les jambes. Sur ses genoux, le sac en papier fait un bruit de froissement. Il contient une pinte de bourbon. Jamais il n'a autant eu envie d'un verre de toute sa vie, se rend-il compte. Mike aurait bien de l'eau, sinon de la glace. De toute façon, très peu d'eau suffira, vu son humeur. Il pense à Silver, qu'il a laissé appuyer contre le mur du garage de Mike. De fil en aiguille, il pense à cette journée où ils s'étaient tous retrouvés, à l'exception de Mike, dans les friches, et où chacun avait de nouveau raconté son histoire. Le lépreux sous le porche, la momie qui marchait sur la glace, le sang dans le lavabo, les enfants morts du château d'eau, les photos qui s'animaient, le loup-garou qui poursuivait les petits garçons dans des rues désertes. Il s'était enfoncé plus profondément dans les friches, se souvient-il, en cette veille de fête nationale du 4 juillet. Il faisait chaud en ville, mais plus frais à l'ombre de la végétation luxuriante de la rive est de la Kentuskig. Il se rappelle qu'il y avait à proximité l'un des cylindres de béton qui bourdonnait pour lui-même, comme la photocopieuse venait de ronronner pour la jolie jeune fille à l'instant. Il évoque tout cela, et aussi comment, une fois les récits terminés, tous se sont tournés vers lui. Ils avaient attendu de lui qu'il leur dise ce qu'il devait faire, comment procéder, et lui n'en savait rien. Son ignorance l'avait rempli d'un sentiment de désespoir. Bill voit l'ombre démesurée que projette Mike maintenant dans la salle du catalogue, et il est brusquement envahi d'une certitude. Ils ne savaient rien alors, parce qu'ils n'étaient pas encore au complet, ce 3 juillet. Ils ne le furent que plus tard, dans la gravière abandonnée, au-delà de la décharge, d'où l'on pouvait facilement quitter les friches, soit par Kansas Street, soit par Merritt Street, exactement dans le coin au-dessus duquel passe maintenant la nationale. La gravière n'avait pas de nom, elle était ancienne et ses pentes rugueuses étaient envahies d'herbes et de buissons. Mais les munitions n'y manquaient pas, de quoi se lancer dans une apocalyptique bataille de cailloux. Mais avant cela, sur la rive de la Kentuskig, il n'avait su que dire. Qu'attendait-il qu'ils disent? Il se souvient de les avoir regardés les uns après les autres, Ben, Bev, Eddie, Stan, Richie, et la musique lui revient. Richie avait accroché son transistor à la branche la plus basse de l'arbre auquel il était adossé.
L'eau de la Kentucky renvoyait le soleil sur les chromes de l'appareil, et de là dans les yeux de Bill. Enlève ce truc de là, Richie, dit Bill. Ça m'aveugle. Oh, bien sûr, Bill, répondit aussitôt Richie, sans faire la moindre réflexion. Il décrocha le transistor et le coupa. Bill aurait préféré laisser la musique. Le silence, que ne rompaient que le clapotis de l'eau et le lointain ronronnement des stations de pompage, devenait oppressant. Tous les yeux étaient tournés vers lui. Il avait envie de leur dire de regarder ailleurs. Que croyait-il qu'il était? Un monstre? Évidemment, il n'en était pas question, car ils attendaient simplement de lui un verdict sur la conduite à tenir. Ils venaient de faire connaissance avec l'horreur, et ils avaient besoin de savoir comment agir. « Mais pourquoi moi » aurait-il voulu leur crier. Mais bien sûr, là encore, il connaissait la réponse. Que cela lui plût ou non, il avait été choisi pour occuper ce poste. Parce qu'il était le type avec des idées, celui qui avait perdu un frère du fait de la chose, quelle qu'elle soit, mais surtout parce qu'il était devenu, par des détours obscurs qu'il ne comprendrait jamais tout à fait, le grand Bill. Il jeta un coup d'œil à Beverly et détourna rapidement les yeux de ce regard plein d'une confiance calme. Il se sentait tout drôle au creux de l'estomac quand il la regardait. « On peut pas aller à la police, dit-il finalement. Sa voix avait quelque chose de rude et d'un peu trop fort, même à ses propres oreilles. On peut rien dire non plus à nos parents. À moins... Une note d'espoir dans le regard, il se tourna vers Richie. Si on en parlait aux tiens, Cadzieux, ils ont l'air pas particulièrement corrects. Mon brave monsieur, voix de Toodles, le maître d'hôtel, vous ne comprenez de toute évidence rien à monsieur mon père et à madame ma mère. Oh, parle américain, Richie, lança Eddie, assis à côté de Ben. Il avait choisi cet endroit pour la simple raison que l'ombre de Ben était suffisamment vaste pour l'abriter. Son petit visage, pincé et inquiet, lui donnait l'air vieux. Il tenait son inhalateur de la main droite. « Oh, il me croirait prêt pour un séjour à Juniper Hill, corrigea Richie. Il portait ce jour-là une vieille paire de lunettes. La veille, un copain de Henry Bowers, un certain Gard Jagermeyer, était arrivé dans le dos de Richie au moment où il sortait du Jerry Ice Cream Bar, une glace à la pistache à la main. « Touché, c'est à toi !» avait crié ce Jagermeyer, qui rendait près de 20 kilos à Richie en lui donnant une bourrade à 2 mains dans le dos. Richie était allé atterrir dans le caniveau, dans lequel étaient tombées aussi ses lunettes et la glace à la pistache. Le verre gauche s'était brisé, et sa mère, qui accordait peu de foi aux explications de Richie, était furieuse. Elle n'avait rien voulu savoir, lui avait rappelé combien son père travaillait dur, et l'avait abandonné, tout malheureux, dans la cuisine, tandis qu'elle mettait la télé un peu trop fort dans le séjour. C'est ce souvenir qui fit que Richie secoua de nouveau la tête. « Mes parents sont très bien, mais jamais ils n'avaleront une histoire comme ça. » Et les autres mômes. Tous regardèrent autour d'eux, se souvint Bill des années plus tard, comme à la recherche d'un absent. « Qui donc » demanda Stan, dubitatif. « Je ne vois personne à qui on peut faire confiance. »« C'est comme moi, » dit Bill d'un ton troublé. Le silence se fit, tandis que Bill se creusait la tête pour savoir ce qu'il allait bien pouvoir dire ensuite. Si on le lui avait demandé, Ben aurait assuré que Henry Bowers le détestait plus que n'importe qui du club des ratés, non seulement à cause de la dégringolade dans les friches, de la manière dont il lui avait échappé avec Bev et Richie à la sortie du cinéma, mais surtout parce que, l'ayant empêché de copier pendant les examens, Ben avait en quelque sorte envoyé Henry en classe d'été. Et Henry avait dû faire face à la fureur de son père, Butch Bowers, qui passait pour un cinglé. Richie Tosier aurait pour sa part répondu que c'était lui que Henry détestait le plus, à cause du jour où il les avait semés, lui et ses mousquetaires, dans les rayons du Freeze. Même chose pour Stan Uris, qui aurait argué du fait qu'il était juif. Quand Stan était en 8e, Henry l'avait une fois frotté avec de la neige jusqu'à le faire saigner, tandis qu'il pleurait hystériquement de peur et de douleur. Bill Denbrough pensait que Henry le détestait plus que les autres parce qu'il était maigre, parce qu'il bégayait et parce qu'il aimait bien s'habiller. « Regarde, aidez-moi ce foutu PPPD !» s'était exclamé Henry le jour des carrières et métiers de l'école en avril, pour lequel Bill était venu avec une cravate. Avant la fin de la journée, elle lui avait été arrachée et s'était retrouvée accrochée à une branche d'arbre. Il les haïssait tous les quatre, mais le garçon de Derry qui était en tête de liste dans le carnet personnel des haines inexplicables de Henry Bowers n'appartenait pas au club des ratés en ce 3 juillet. Il s'agissait d'un jeune noir du nom de Mike Hanlon qui vivait dans une ferme à 500 mètres de celle des Bowers. Le père de Henry, qui était absolument aussi cinglé qu'il en avait la réputation, s'appelait Oscar, ou Butch de son surnom.
Butch Bowers attribuait son déclin financier, physique et mental à la famille Hanlon en général, et au père de Mike en particulier. Will Hanlon, aimait-il à rappeler à ses rares amis et à son fils, était l'homme qui l'avait fait jeter en prison à cause de quelques poulets crevés. Comme ça, il a pu avoir l'argent de l'assurance, ajoutait Butch avec un regard de défi pour son auditoire. Il a été soutenu par les mensonges de ses copains, et c'est comme ça que j'ai été obligé de vendre la Mercury. Qui c'étaient ces copains, papa avait demandé Henry quand il avait 8 ans, outré de l'injustice faite à son père. Il s'était dit que quand il serait grand, il trouverait tous ces faux témoins, les enduirait de miel et les attacherait sur des fourmilières, comme dans certains de ces westerns qu'on projetait aux bijoux le samedi après-midi. Et comme en tant qu'auditoire, Henry était infatigable, papa Bowers avait rebattu les oreilles de son fils avec la litanie de ses coups du sort et de ses haines. Il lui expliqua que bien que tous les nègres fussent stupides, certains étaient aussi très malins et détestaient les hommes blancs au fond d'eux-mêmes, ne rêvant que de baiser des femmes blanches. Ce n'était peut-être pas seulement pour l'argent de l'assurance, après tout, disait Butch. Peut-être Hanlon jalousait-il son inventaire de fruits et légumes en bordure de route. Toujours est-il qu'il l'avait fait mettre en tôle et que tout un tas de nègres blancs en ville avaient fait de faux témoignages en sa faveur, le menaçant de la prison d'État au cas où il ne rembourserait pas ce négro. « Et pourquoi pas, hein ?» demandait Butch à son fils, qui le regardait en silence, les yeux ronds, le cou crasseux. « Pourquoi pas ? Moi je ne suis qu'un homme qui a combattu les Japs pendant la guerre. Des types comme moi, il y en a des tas, mais lui était le seul nègre du comté. » L'affaire des poulets n'avait été que le premier d'une succession d'incidents malheureux. Le tracteur avait coulé une bielle, sa meilleure charrue s'était brisée contre un rocher, un bouton à son cou s'était infecté, il avait fallu l'inciser, mais il s'était de nouveau infecté et une intervention chirurgicale s'était avérée nécessaire. Le négro s'était mis à se servir de son argent mal acquis pour faire des prix plus bas que Butch, lui faisant perdre sa clientèle. Pour Henry, c'était la litanie quotidienne. Le nègre, le négro, le nègre, le négro, tout était de la faute du nègre. Le nègre avait une jolie maison blanche à étage avec un poêle à mazout, alors que Butch, sa femme et son fils vivaient dans une baraque qui n'aurait pas déparé un bidonville. Quand Butch ne gagnait pas assez d'argent avec la ferme et qu'il était obligé d'aller couper du bois en forêt, c'était la faute du nègre. Quand son puits se trouva à sec en 56, c'était évidemment la faute du nègre. Plus tard, cette même année, alors que Henry avait 10 ans, il commença à donner des restes à Monsieur Chips, le chien de Mike. Bientôt, Monsieur Chips remuait la queue et accourait quand Henry l'appelait. Quand l'animal fut bien habitué à ses bons traitements, Henry l'appela un jour et lui donna une livre de steak haché à laquelle il avait mêlé du poison pour les insectes. Il avait trouvé l'insecticide au fond du hangar et économisé sou à sou pendant 3 semaines pour acheter la viande chez Costello. Monsieur Chips avait mangé la moitié de la viande empoisonnée et s'était arrêté. « Allez, finis ton festin, clébard de nègre !» lui avait dit Henry. Monsieur Chips remua la queue, comme Henry l'appelait toujours comme ça, il pensait que c'était son surnom. Quand les douleurs commencèrent, Henry sortit du fil à linge et attacha Monsieur Chips à un bouleau pour qu'il n'allât pas se réfugier chez lui. Puis il s'assit sur un rocher plat qu'avait chauffé le soleil et regarda mourir le chien, le menton appuyé dans la paume des mains. Cela a pris un certain temps. Du point de vue de Henry, ce temps ne fut pas perdu. À la fin, Monsieur Chips fut pris de convulsions et une bave verte se mit à couler de ses mâchoires. « Alors, ça te plaît, clébard de nègre ?» lui demanda Henry. Au son de cette voix, le chien roula des yeux mourants et essaya de remuer la queue. « As-tu aimé ton déjeuner, sale cabot merdeux ?» Quand le chien fut mort, Henry le détacha, revint chez lui et raconta son exploit à son père. Oscar Bowers atteignait les ultimes degrés de la folie à cette époque. Moins d'1 an après, sa femme le quittait après qu'il l'eût presque tué en la battant. Henry redoutait aussi son père, et il lui arrivait parfois d'éprouver pour lui une haine terrible, mais il l'aimait pourtant. Et cet après-midi-là, après avoir parlé, il se rendit compte qu'il avait trouvé la clé qui lui ouvrait le cœur de son père, car celui-ci lui avait donné une claque dans le dos, si brutale qu'Henry avait failli tomber, puis il l'avait emmené dans le séjour pour partager une bière avec lui. C'était sa première, et pendant tout le reste de sa vie, il allait associer la bière avec des émotions positives, triomphe et amour. « Voilà du boulot bien fait », lui avait dit ce cinglé de Butch. Ils trinquèrent en entrechoquant leurs bouteilles et burent. Pour autant que Henry le sût, les nègres n'avaient jamais découvert qui avait tué leur chien, mais ils supposaient qu'ils avaient des soupçons. En fait, ils l'espéraient. Ceux du club des ratés connaissaient Mike de vue. Le contraire eût été étonnant dans une ville où il était le seul enfant noir. Mais c'était tout, car Mike n'allait pas à l'école élémentaire de Derry. Baptiste dévote, sa mère l'envoyait à l'école confessionnelle de Neighbor Street. Entre les leçons de géographie, de lecture et d'arithmétique, on commentait la Bible, où on leur exposait des sujets comme la signification des 10 commandements dans un monde sans Dieu.
Il y avait aussi des discussions sur la façon d'aborder les problèmes moraux quotidiens, si on surprenait un copain à voler à l'étalage par exemple, ou si on entendait un professeur invoquer hors de propos le nom de Dieu. Mike ne voyait pas d'objection à fréquenter cette école. Il y avait bien des moments où il soupçonnait vaguement qu'il lui manquait certaines choses, plus de contact avec des gosses de son âge par exemple, mais il était prêt à attendre le lycée pour que cela se produisît. Cette perspective le rendait un peu nerveux parce qu'il avait la peau brune, mais son père et sa mère avaient été traités correctement dans cette ville, autant que Mike pouvait en juger, et il pensait qu'il serait bien traité s'il traitait les autres bien. L'exception à cette règle, bien entendu, s'appelait Henry Bowers. Il avait beau s'efforcer de le dissimuler de son mieux, Mike vivait dans la terreur permanente de Henry. En 1958, il était mince et bien bâti, plus grand que Stan Uris, mais pas autant que Bill Denbrough. Il était rapide et agile, ce qui lui avait permis déjà d'échapper à plusieurs corrections. Et bien sûr, il fréquentait une autre école que celle de son ennemi. De ce fait, et vu la différence d'âge, leurs chemins se croisaient rarement, et Mike prenait grand soin d'éviter toute rencontre. L'ironie du sort voulait que, bien que haï le plus par Henry Bowers, Mike était de tous celui qui avait eu le moins à souffrir de ses sévices. Oh, il y avait bien eu quelques escarmouches. Le printemps qui suivit le meurtre de M. Chips, Henry bondit un jour des buissons alors que Mike partait à pied pour la bibliothèque. On était à la fin mars et il faisait assez doux pour prendre la bicyclette, mais à cette époque, Witcham Road n'était plus goudronnée après la ferme Bowers, ce qui signifiait qu'elle se transformait en un vrai bourbier en cette saison. Mauvais pour les vélos. « Salut négro !» lui avait lancé Henry en surgissant des buissons, sourire aux lèvres. Mike recula, jetant des coups d'œil inquiets à droite et à gauche, à l'affût de la moindre chance de s'échapper. Il savait que s'il arrivait à feinter Henry, il pourrait le distancer. Henry était gros, Henry était costaud, mais Henry était lent. « Je vais me faire un bébé goudron, reprit Henry en s'avançant sur le petit garçon. Tu n'es pas assez noir, je vais t'arranger ça. Mike eut un bref coup d'œil à gauche, suivi d'un mouvement du corps dans la même direction. Henry mordit à l'hameçon et rompit de ce côté, avec trop d'énergie pour se reprendre. Mike, en revanche, dégagea avec aisance et rapidité sur la droite. Il aurait facilement semé Henry s'il n'y avait pas eu de la boue dans laquelle il tomba à genoux. Avant qu'il eût pu se relever, Henry était sur lui. « Négro, négro, négro !» se mit à hurler Henry, pris d'une véritable extase religieuse en renversant Mike. De la boue passa par le col de la chemise de Mike et descendit jusque dans son pantalon. Il la sentait qui se glissait aussi, poisseuse dans ses chaussures, mais il ne commença à crier que lorsqu'Henry entreprit de lui jeter de la boue à la figure, lui bouchant les narines. « Voilà, tu es noir maintenant !» vociféra joyeusement Henry en lui frottant les cheveux de boue. « Maintenant, t'es vraiment, vraiment noir !» Il releva en la déchirant la veste de popeline et le t-shirt du garçonnet et lança un gros paquet de boue à la hauteur de son nombril. « Maintenant, t'es aussi noir qu'à minuit dans un tunnel !» Henry hurla de triomphe et jeta encore de la boue dans les oreilles de Mike. Puis il se releva et passa ses mains encrassées dans sa ceinture. « J'ai tué ton clébard, Noiro !» hurla-t-il. Mais Mike ne l'entendit pas à cause de la terre qu'il avait dans les oreilles et de ses propres sanglots d'épouvante. D'un coup de pied, Henry lança une dernière giclée de boue à Mike et repartit chez lui sans se retourner. Au bout d'un moment, le jeune Hanlon se leva et fit de même, toujours en larmes. Évidemment furieuse, sa mère aurait voulu que Will Hanlon appelle le chef Burton, que ce dernier vienne chez les Bowers avant le coucher du soleil. Ce n'est pas la première fois qu'il attaque Mickey. Il était assis dans le baquet de la salle d'eau, tandis que ses parents étaient dans la cuisine. C'était son deuxième bain. Le premier était devenu tout noir dès qu'il avait mis les pieds et s'y était assis. Dans sa colère, sa mère recourait à un épais patois texan, et c'est à peine si Mike la comprenait. « Tu les mets la loi dessus, Will Hanlon. Ce chien enragé et son chiot. La loi sur eux, tu m'entends ?» Will entendit, mais ne fit pas ce que lui demandait sa femme. Finalement, quand elle fut calmée, 2 heures plus tard, Mike dormait déjà, il la mit en face de quelques vérités. Le chef Burton n'était pas le chef Sullivan. Si Burton avait été shérif lors de l'affaire des poulets empoisonnés, Will n'aurait jamais touché ses $200. Certains hommes vous soutiennent, d'autres non. Burton était en fait mou comme une méduse. « D'accord, Mike a déjà eu des ennuis avec ce morveux, dit-il à Jessica. Mais pas tant que ça. Il se méfie de ce Henry Bowers. Maintenant, il se méfiera encore plus. Je me doute bien que Bowers a raconté à son fils les ennuis qu'il a eus avec moi, et le gamin nous hait à cause de ça, mais aussi parce qu'il lui a dit qu'il était normal de haïr les nègres. Tout est là. Notre fils est noir, et il devra faire avec pendant tout le reste de sa vie, comme toi et moi nous l'avons fait. Jusque dans cette école baptiste à laquelle tu tiens tant, on le lui rappelle. Un professeur leur a dit que les noirs n'étaient pas aussi bien que les blancs, parce que le fils de Noé, Cham, a regardé son père pendant qu'il était ivre et nu,
alors que les autres ont détourné les yeux. C'est pourquoi les fils de Cham ont été condamnés à rester coupeurs de bois ou porteurs d'eau, a-t-elle expliqué. Et d'après le gosse, elle regardait Mickey en racontant son histoire. Jessica regardait son mari, muette et malheureuse. 2 grosses larmes coulèrent de ses yeux et roulèrent lentement sur ses joues. N'y aura-t-il donc jamais moyen d'en sortir ? Il répondit avec douceur, mais implacablement. C'était un temps où les épouses croyaient leur mari, et Jessica n'avait aucune raison de douter de son Will. Ben non, jamais. Le mot nègre nous colle à la peau. Non, pas dans le monde où nous vivons, toi et moi, mais dans le Maine, les paysans noirs sont des nègres comme ailleurs. Il m'arrive de me dire que je suis revenu à Derry parce que c'était le meilleur endroit pour ne pas l'oublier, mais j'en parlerai à Mickey. Le lendemain, il appela son fils dans la grange, où il était assis sur le joug de sa charrue et invita Mike à prendre place à côté de lui. « Ce que tu veux, c'est ne pas avoir affaire à ce Henry Bowers, hein ?» Mike acquiesça. « Mais son père est cinglé. » Mike acquiesça de nouveau. C'était ce qu'on disait partout. Ce jugement n'avait fait que se renforcer les rares fois où il avait aperçu M. Bowers. « Pas simplement un peu barjot, » reprit Will en allumant une cigarette roulée à la main, avec un regard pour son fils. « Il n'a qu'un pas à faire pour se retrouver à Juniper Hill. Il est revenu comme ça de la guerre. »« Henry aussi est cinglé, je crois, » dit Mike. Il avait parlé à voix basse, mais sans hésiter, et cela avait donné du courage à Will, bien qu'il fût, même après une vie émaillée d'incidents, y compris celui d'avoir failli brûler vif dans un clandé appelé le Black Spot, incapable de croire qu'un gosse comme Henry pût être cinglé. « Qu'est-ce que tu veux ? Il a trop écouté son père. »« C'est bien naturel, » répondit Will. Son fils, cependant, était plus proche de la vérité. Que ce fût la fréquentation constante de son père ou pour quelque raison profonde, Henry était en train de devenir cinglé, lentement mais sûrement. « Je ne tiens pas à ce que tu passes ta vie à fuir, » reprit Will. « Mais comme tu es un nègre, tu cours plus qu'un autre le risque de te faire malmener. Tu vois ce que je veux dire ? » ?»« Oui, papa. » Mike pensa à son copain d'école, Rob Gauthier, qui avait tenté de lui expliquer que nègre n'était pas un mot péjoratif parce que son père l'employait tout le temps. En fait, avait-il continué, c'est même un très bon mot. Quand un type dans une série policière à la télé prenait une bonne raclée mais restait tout de même debout, son père disait « Il a la tête aussi dure que celle d'un nègre ». Et quand quelqu'un travaillait d'arrache-pied, son père disait « Il travaille comme un nègre ». Et mon père est tout aussi chrétien que le tien, avait conclu Bob. Mike n'avait pas oublié le petit visage blanc, pincé et sérieux de Bob, encadré par le capuchon de sa parka bordée de fourrure mitée. Il n'avait pas ressenti de colère, mais une insondable tristesse qui lui avait donné envie de pleurer. Il avait lu honnêteté et bonnes intentions sur le visage de Bob, mais il n'avait éprouvé que solitude et déréliction, comme un grand vide entre lui-même et l'autre garçon. « Je vois que tu comprends ce que je veux dire, » dit Will en ébouriffant les cheveux de son fils. « La conclusion, c'est que tu dois faire attention où tu mets les pieds. Il faut te demander si par exemple le jeu en vaut la chandelle avec Henry Bowers. »« Oh non, je ne crois pas, » répondit Mike. Il allait falloir attendre le 3 juillet 1958, en fait, pour qu'il change d'idée. Pendant que Henry Bowers, Huggins le roteur, Victor Chris, Peter Gordon et un lycéen légèrement retardé du nom de Steve Stadler, dit Moose, poursuivaient un Mike Hanlon hors d'haleine du dépôt de chemin de fer jusqu'aux friches sur près d'1 kilomètre, Bill et le reste du club des ratés étaient toujours assis au bord de la Kentuskig, penchés sur le même cauchemardesque problème. « Je sais où ça se planque, » déclara Bill, rompant enfin le silence. « Dans les égouts, » dit Stan. Il y eut un bruit soudain, une sorte de raclement brutal, et tous sursautèrent. Eddie eut un sourire embarrassé en reposant l'inhalateur sur ses genoux. Bill acquiesça. « J'en ai parlé à mon père il y a quelques jours. » À l'origine, lui avait expliqué Zach Denbrough, cette zone était entièrement marécageuse, et les fondateurs de la ville se sont arrangés pour placer le centre dans la pire partie. La section du canal qui passe sous Sumter et Maine et débouche dans Bassett Park n'est qu'une évacuation qui sert aussi à faire couler les eaux de la Kentuskig. Les canalisations sont presque vides pendant l'essentiel de l'année, mais elles jouent un rôle important au moment de la fonte des neiges et des inondations. Il s'était tu un instant à ce moment-là, songeant peut-être que c'était lors de la dernière inondation, à l'automne, qu'il avait perdu son plus jeune fils. « C'est à cause des pompes, » termina-t-il. « Des pompes » demanda Bill, tout en détournant la tête sans même y penser. Quand il achopait des occlusives, il envoyait des postillons. « Oui, c'est celle du système de drainage, dans les friches. Des manchons de béton qui dépassent d'environ 1 mètre du sol. Ben Anscombe les appelle des trous de Morlock, le coupa Bill avec un sourire. Son père lui rendit ce sourire,
Mais ce n'était plus que l'ombre de son ancien sourire. La scène se déroulait dans l'atelier de Zach, où celui-ci tournait des barreaux de chaises sans beaucoup s'y intéresser. Ce ne sont que des pompes de puisard, mon gars. Elles sont placées dans des cylindres environ à 3 mètres sous terre. Elles pompent les eaux usées là où il n'y a pas de pente ou une pente négative. Ce sont de vieilles machines et la ville devrait les remplacer, mais le conseil municipal ne trouve jamais le budget. Si on m'avait donné $1 à chaque fois que j'ai été en rafistoler une, dans le caca jusqu'aux genoux, mais ça ne doit pas t'intéresser tellement, Billy. Pourquoi ne vas-tu pas regarder la télé? Oh si, ça m'intéresse, avait répondu Bill. Et pas seulement parce qu'il en était arrivé à la conclusion que quelque chose d'effroyable se terrait en dessous de Derry. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte à propos d'un tas de pompes à merde? Un exposé pour l'école, expliqua précipitamment Bill. Mais vous êtes tous en vacances? Non, c'est pour la rentrée. Bon, c'est pas bien drôle comme sujet. Ton prof va sans doute te donner un 5 sur 20 pour l'avoir fait dormir. Mais regarde, voici la canne du skig. Il traça une ligne droite dans la hâssure de son établi. Et là, les friches. Comme le centre-ville est plus bas que les quartiers résidentiels, il faut pomper la plupart de ces déchets pour les rejeter dans la rivière. Les eaux usées des maisons, de leur côté, s'écoulent à peu près toutes seules dans les friches. Tu vois? Oui, dit Bill, en se rapprochant légèrement de son père, assez près pour que son épaule vienne lui toucher le bras. Un jour, on finira par arrêter de pomper les déchets bruts de cette façon. Mais pour le moment, ce sont ces pompes que nous avons dans les... Comment appelle-t-il ça, ton copain? Des trous de Morlock, répondit Bill sans bégayer, ce que ni lui ni son père ne remarquèrent. Ouais, c'est à ça que servent les pompes des trous de Morlock. Et elles s'en tirent pas mal, sauf quand il a trop plu et que les rivières débordent. Parce que même si en principe drainage par gravité et drainage par pompage sont des systèmes indépendants, en réalité ils s'entrecroisent partout, tu vois? Il traça une série de X qui coupaient la canne du skig, et Bill acquiesça. Il n'y a qu'une chose à savoir sur le drainage de l'eau, elle coule là où elle peut. Quand le niveau monte, elle remplit les canalisations aussi bien que les égouts. Quand elle est assez haute dans les canalisations pour atteindre ses pompes, elle les bloque. C'est là que commencent mes ennuis, car je dois les réparer. Mais dis, papa, quelle est la taille des égouts et des canalisations? Tu veux parler de leur diamètre? Bill acquiesça. Les principaux collecteurs font un peu plus d'1,80 m de diamètre. Les égouts secondaires, ceux des quartiers résidentiels, entre 1 mètre et 1,20 m, je crois. Certains sont peut-être un peu plus gros. Mais crois-moi, Bill, et tu pourras le répéter à tes amis, n'allez jamais là-dedans, au grand jamais, ni pour jouer, ni pour faire les malins, jamais. Pourquoi? Mais ce système a été construit sous 12 conseils municipaux successifs depuis 1885 à peu près. Pendant la crise, on a installé tout un réseau secondaire et tertiaire, à une époque où il y avait beaucoup d'argent pour les travaux publics. Mais le type qui avait dirigé les travaux est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, et 5 ans plus tard, le service des eaux s'est aperçu que l'essentiel des plans avait disparu. Ce sont 5 kilos de plans qui se sont ainsi évaporés entre 1937 et 1950. Ce que je veux dire, c'est que plus personne ne sait où vont tous ces conduits souterrains. Tant qu'ils fonctionnent, tout le monde s'en fiche. Quand ça coince, ce sont 3 ou 4 ploucs du service des eaux qui doivent se débrouiller pour trouver la pompe en rideau ou le bouchon. Et quand ils descendent là-dedans, ils n'oublient pas le casse-croûte. Il fait noir, ça pue, il y a des rats. Autant de bonnes raisons de ne pas y aller. Mais la meilleure des raisons, c'est qu'on risque de s'y perdre, et c'est déjà arrivé. Perdu sous Derry, perdu dans les égouts, perdu dans le noir. Il y avait quelque chose de si lugubre et inquiétant dans cette idée que Bill resta un moment silencieux. Puis il dit « Mais est-ce qu'on a envoyé personne faire le plan de... » « Il faut que je finisse ces barreaux, le coupa abruptement Zach en lui tournant le dos. « Va donc voir ce qu'il y a à la télé. »« Mais papa... »« Non, laisse-moi, Bill. » Et Bill sentit retomber l'habituelle chape glaciale. Ce froid qui transformait les repas en séances de torture, comme s'ils avaient mangé des aliments congelés sans les avoir fait passer par le four. Parfois ensuite, il allait dans sa chambre et pensait, des crampes à l'estomac, « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ?» Il se répétait souvent la phrase que sa mère lui avait apprise par jeu, et il se la répétait souvent depuis la mort de Georgie. Son rêve secret, que pour tout l'or du monde il n'aurait avoué à personne, était d'aller la lui réciter d'une traite. Sa mère lui sourirait, serait contente, elle se réveillerait comme la belle au bois dormant après le baiser du prince charmant. Mais ce 3 juillet, il raconta simplement à ses amis ce que son père lui avait appris sur les égouts et le drainage de Derry. C'était un garçon à l'esprit inventif, qui trouvait même parfois plus facile d'inventer que de dire la vérité,
et la scène qu'il dépeignit était assez différente de la réalité. Lui et son paternel regardaient la télévision en prenant le café. « Ton père te permet de boire du café ?» demanda Heidi. Bien sûr. Eh bien, ma mère ne voudrait jamais. Elle dit qu'il y a de la caféine dedans et que c'est dangereux. Il marqua une pause. Pourtant, elle en boit pas mal. Moi, mon père me laisse boire du café quand je veux, intervint Beverly, mais il me tuerait s'il savait que je fume. Et comment êtes-vous aussi sûr que ça se trouve dans les égouts demanda Richie en regardant tour à tour Bill et Stan pour revenir à Bill. On retombe toujours dessus, dit Bill. Les voix de Beverly viennent de là. Et le sang. Quand le clown nous a poursuivis, les boutons orange étaient à côté d'une bouche d'égout. Et George, oh, ce n'était pas un clown, grand Bill, l'interrompit Richie. Je te l'ai déjà dit. Je sais bien que c'est fou, mais c'était un loup-garou. Il regarda les autres, sur la défensive. Non, je ne blague pas, je l'ai vu. Oui, c'était un loup-garou pour toi. Quoi? Tu comprends pas? C'était un loup-garou pour toi? Parce que tu as vu le film stupide à l'Aladin. Je piche pas, Bill. Moi, si, je crois, fit Ben doucement. J'ai été à la bibliothèque et j'ai cherché. Je crois que c'est un Il s'arrêta, la gorge serrée par l'effort. Un glamour, finit-il par cracher. Un glamour demanda dubitativement Eddie. Non, glamour, répondit Bill, qui épela le mot. D'après les renseignements qu'il avait glanés, c'était le nom gaélique de la créature qui hantait Derry. D'autres races et d'autres cultures lui donnaient d'autres noms, mais tous signifiaient la même chose. Pour les Indiens des plaines, c'était un Manitou, qui pouvait prendre la forme d'un lion des montagnes, d'un élan ou d'un aigle. Ils croyaient que l'esprit d'un Manitou pouvait les posséder. Ils étaient alors capables de donner aux nuages la forme des animaux d'après lesquels ils désignaient leur demeure. Dans l'Himalaya, c'était un Talus, un esprit mauvais ayant le pouvoir de lire dans vos pensées et de prendre la forme de la chose qui vous effrayait le plus. En Europe centrale, on parlait d'Eilak, frère du Vuderlak ou vampire. Et si en France on disait loup-garou, il pouvait en fait aussi bien prendre la forme d'un faucon, d'un mouton ou même d'un insecte plutôt qu'un loup. Expliqua-t-on dans tes bouquins comment battre un glamour demanda Beverly. Bill acquiesça, mais son expression ne fut pas rassurante. Les Himalayens ont un rituel pour s'en débarrasser, mais c'est plutôt répugnant. Tous le regardèrent, ne désirant l'écouter qu'à contre-cœur. Ça s'appelle le rituel de Chud, reprit Bill, qui expliqua comment les chamans de l'Himalaya traquaient un Talius. Le Talius tirait la langue, le chaman la tirait à son tour, les deux langues se superposaient, les deux protagonistes s'avançant l'un vers l'autre en mordant dedans, et bientôt se trouvaient en quelque sorte agrafés ensemble, œil contre œil. « Oh, je crois que je vais dégueuler, fit Beverly en roulant sur elle-même. Ben lui tapota timidement le dos, puis regarda autour de lui pour voir si on l'avait observé, mais les autres, hypnotisés, ne quittaient pas Bill des yeux. « Et alors ?» demanda Heidi. « Eh bien, ça paraît idiot, mais le livre dit qu'il commençait alors à raconter des blagues et à poser des devinettes. »« Quoi ?» s'exclama Stan. Bill confirma d'un hochement de tête, avec l'expression de quelqu'un qui ne fait que rapporter une information et n'est pour rien dedans. Si. Tout d'abord, le monstre en dit une, après le chaman en dit une autre, et ça continue comme ça, chacun son tour. Beverly se redressa et s'assit, genoux contre la poitrine, mains aux chevilles. Je ne vois pas comment les gens pourraient parler avec leur langue, cloués ensemble. Richie tira immédiatement la langue, l'attrapa avec ses doigts et s'écria « Mon frère travaille au fond de l'air !» Ce qui les fit tous éclater de rire pendant un moment, même si c'était une blague de bébé. « Peut-être est-ce pas par télépathie, dit Bill. Bref, si l'homme rit le premier, en dépit de douleur, proposa Stan. Bill acquiesça. Alors le Talus le tue et le mange. Enfin, son âme, je crois. Mais si l'homme me fait rire le Talus le premier, il doit disparaître pour 100 ans. Est-ce que le livre disait d'où pouvait venir une chose pareille demanda Ben. Bill secoua la tête. Et est-ce que t'y crois demanda à son tour Stan.
On aurait dit qu'il voulait en rire sans arriver à en trouver le courage ou la force. Bill haussa les épaules et répondit « Presque ». Il eut l'air de vouloir ajouter quelque chose, mais garda le silence. « Ça explique beaucoup de choses, » fit Eddie, songeur. « Le clown, le lépreux, le loup-garou. » Il regarda Stan. « Les garçons morts aussi, il me semble. » « Ceci m'a tout l'air d'un boulot pour Richie Tosier, lança Richie avec la voix du speaker des actualités. L'homme aux 1000 blagues et aux 6000 devinettes. « Si c'est toi qu'on envoie, répliqua Ben, on claquera tous, lentement et en souffrant beaucoup. » Cette répartie provoqua un nouvel accès de rire. « En conclusion, qu'est-ce qu'on fait » demanda impérativement Stan. Mais une fois de plus, Bill ne put que secouer la tête, avec l'impression qu'il le savait presque. Stan se leva. « Allons donc ailleurs, je commence à avoir mal aux fesses. » « Moi j'aime bien ce coin, » objecta Beverly. « Il y a de l'ombre, il est agréable. » Elle jeta un coup d'œil à Stan. « Je suppose que t'as envie de faire des bêtises de gosse, comme casser des bouteilles à coups de cailloux. »« Moi j'adore casser des bouteilles à coups de cailloux, » intervint Richie en raillant Stan. « C'est le voyou qui sommeille en moi. » Il releva son col et se mit à marcher comme James Dean dans La fureur de vivre. « Mais j'étais pétard, » dit Stan. Et du coup, ils oublièrent Glamour, Manitou et autres mauvaises imitations de Richie, comme Stan exhibait un paquet de Black Cats. Bill lui-même était impressionné. « Seigneur Jésus, Stan, où les as-tu dénichés ?»« Ah, je les ai échangés contre un lot de Superman et de Little Lulu, au gros avec qui je vais parfois à la synagogue. »« Allons les faire péter !» s'écria Richie, quasiment apoplectique de joie. « Allons les faire péter, Stanny. Je te promets que je ne dirai plus jamais que toi et ton paternel vous avez tué le Christ. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein ? Je dirai que tu as un petit nez, Stanny, et je dirai que tu n'es pas circoncis. » Là-dessus, Beverly se mit à hurler de rire, le visage écarlate avant d'avoir pu le cacher dans ses mains. Bill rit aussi, bientôt imité par Eddie, puis par Stan lui-même. Ce son joyeux traversa le cours large mais peu profond de la Kentuskig à cet endroit, en cette veille du 4 juillet. Un son estival, aussi éclatant que les rayons lumineux qui rebondissaient sur l'eau comme des flèches. Et aucun d'eux ne vit les deux yeux oranges qui les observaient depuis un fouillis de buissons et de ronciers sans mur sur leur gauche. Ce taillis occupait toute la rive de la Kentuskig sur une dizaine de mètres, avec au centre l'un des trous de Morlock. C'était de ce cylindre vertical de béton que les yeux, espacés de plus de 60 cm, les observaient. Ce fut précisément parce que le lendemain était le glorieux 4 juillet que, le 3, Mike tomba sur Henry Bowers et sa bande de lurons, pas si joyeux que ça. L'école baptiste s'enorgueillissait d'une clique dans laquelle Mike jouait du trombone. La clique devait participer à la parade annuelle et jouer l'hymne de bataille de la République, En avant, soldats du Christ et Amérique, la belle. Cela faisait plus d'un mois que Mike en rêvait. Il se rendait à pied à l'ultime répétition car il avait cassé la chaîne de son vélo. La répétition devait avoir lieu qu'à 2h30, mais il était parti en avance car il voulait polir son instrument, remisé dans la salle de musique de l'école jusqu'à ce qu'il fût éclatant. Il avait un flacon de Mirror dans une poche et 2 ou 3 chiffons qui dépassaient de l'autre. Jamais Henry Bowers n'avait été aussi loin de ses pensées. Un seul coup d'œil par-dessus son épaule au moment où il approchait de Nailbot Street lui aurait immédiatement rendu le sens des réalités. Henry, Victor le roteur, Peter Gordon et Moose Sadler occupaient toute la largeur de la route derrière lui. Aurait-il quitté la ferme Bowers 5 minutes plus tard, Mike aurait été hors de vue à cause d'un mouvement de terrain. L'apocalyptique bataille de cailloux n'aurait pas eu lieu, et tout ce qui s'ensuivit se serait déroulé différemment, ou pas du tout. C'est cependant Mike lui-même qui, des années plus tard, émit l'idée qu'aucun d'eux, peut-être, n'avait été le maître des événements au cours de cet été-là, et que si la chance et le libre arbitre avaient joué un rôle, les leurs avaient alors été bien circonscrits. Au déjeuner des retrouvailles, il avait fait remarquer aux autres un certain nombre de ces étonnantes coïncidences, mais il en était au moins une dont il n'avait pas conscience. La réunion dans les friches ce jour-là s'interrompit lorsque Stan Uris sortit des Black Cats et que le club des ratés se dirigea vers la décharge pour les faire sauter. De leur côté, Victor et les autres s'étaient rendus à la ferme Bowers parce que Henry détenait non seulement des pétards ordinaires, mais aussi des bombes cerises et des M80 qui furent frappés d'interdiction quelques années plus tard. La bande à Bowers envisageait de descendre de l'autre côté du tas de charbon du dépôt pour faire exploser les trésors de Henry. Aucun d'eux, même pas le roteur, ne venait d'ordinaire à la ferme. Tout d'abord à cause du cinglé de père de Henry, mais aussi parce qu'il se trouvait toujours embrigadé pour aider Henry dans des corvées, désherber, enlever sans fin les cailloux, ranger le bois, tirer de l'eau, rentrer le foin, cueillir ce qui était mûr à ce moment-là, pois, concombres, tomates ou pommes de terre.
Ces garçons n'étaient vraiment pas allergiques au travail, mais il ne manquait pas de corvées chez eux et n'éprouvaient aucun besoin en plus de suer pour le père de Henri, qui frappait facilement au hasard. Recevoir une bûche de bouleau, c'était arrivé à Victor pour avoir renversé un panier de tomates, dans les jambes était assez désagréable. Mais le pire était que Butch Bauer s'était mis à ululer. « Je vais tuer tous les Japs, je vais tuer tous ces salauds de Japs !» après avoir lancé la bûche. Aussi bête qu'il fût, c'était Huggins qui avait le mieux exprimé son sentiment. « Je fais pas joujou avec des cinglés », avait-il déclaré à Victor 2 ans auparavant. Ce dernier avait ri et acquiescé. Mais le parfum de ces pétards avait exercé un attrait trop puissant. « On se retrouve au tas de charbon à 1h, si tu veux », avait répondu Victor lorsqu'Henri l'avait invité, vers 9h du matin. « Pointe-toi là à 1h et tu me verras pas, j'ai trop de corvées. Si t'arrives au tas de charbon à 3h, j'y serai, et mon premier M80 sera pour tes fesses, mon pote. » Vic hésita, puis accepta de venir l'aider à terminer ses corvées. Les autres vinrent aussi, et à 5, tous de solides gaillards, se démenant comme des diables, ils en avaient terminé en tout début d'après-midi. Lorsque Henri demanda à son père la permission de s'en aller, Bauer's père eut un simple geste languide de la main pour son fils. Retranché sous le porche arrière, une bouteille de lait pleine d'un cidre maison quasiment aussi fort que du calva, le poste de radio portatif à portée de la main, il attendait sur sa chaise berçante la retransmission d'un match qui promettait. Les Red Sox contre les Washington Senators. En travers de ses genoux était dégainé un sabre japonais, souvenir de guerre qu'il prétendait avoir saisi sur un japonais mourant dans l'île de Tarawa, mais qu'il avait en réalité échangé à Honolulu contre 6 bouteilles de bière et 3 joints. Depuis quelque temps, Butch Bauer sortait presque toujours son sabre quand il buvait, et étant donné que les garçons, y compris Henri, étaient secrètement convaincus qu'il finirait un jour ou l'autre par s'en servir sur quelqu'un, il valait mieux être loin de là quand l'arme apparaissait sur ses genoux. À peine les garçons avaient-ils mis le pied sur la route que Henri remarqua Mike, à quelque distance devant eux. « Hé, c'est le nègre !» lança-t-il, ses yeux s'allumant comme ceux d'un enfant qui attend l'arrivée imminente du Père Noël le 24 décembre. « Le nègre ?» Huggins eut l'air perplexe. Il n'avait vu les Allen qu'à de rares occasions, puis un peu de lumière se fit dans son esprit éteint. « Ah oui, le nègre ! On se le fait, Henri ?» Huggins voulut partir sans attendre, imité par les autres, mais Henri le saisit au collet. Henri avait plus d'expérience qu'eux dans la chasse au hanlon, et savait que l'attraper était plus facile à dire qu'à faire. Un vrai lièvre, ce négrillon. Il ne nous a pas vus. Marchons simplement rapidement jusqu'à ce qu'on soit le plus près possible de lui. Ce qu'ils firent. Un observateur aurait été amusé. On aurait dit que tous les 5 s'étaient lancés dans une compétition de marche à pied. La considérable bedaine de Moose Sadler rebondissait sous son t-shirt aux armes du lycée de Derry. De la sueur coulait sur le visage du roteur, de plus en plus rouge. Mais la distance qui les séparait de Mike diminuait. 200 mètres, 150, 100, et jusqu'ici le petit bamboula n'avait pas jeté un regard en arrière. Il l'entendait siffler. « Qu'est-ce que tu vas lui faire, Henri ?» demanda Victor Chris à voix basse. Il avait l'air simplement intéressé, mais en réalité il était mal à l'aise. Depuis quelque temps, Henri l'inquiétait. Il lui était égal que Henri veuille flanquer une raclée au petit hanlon, voire même lui déchirer sa chemise, jeter son pantalon et ses sous-vêtements dans un arbre. Mais il craignait que Henri n'ait pas que ça en tête. Un certain nombre d'affrontements désagréables avaient eu lieu cette année avec les gosses de l'école élémentaire de Derry, désignés comme les petits merdeux par Henri. Ce dernier avait l'habitude de les terroriser, mais depuis mars, il avait été tenu en échec à plusieurs reprises. Henri et ses copains avaient poursuivi l'un d'eux, Quatre-Yeux Tauzier, jusqu'à chez Frise, et l'avaient perdu au moment où ils étaient sur le point de le coincer. Puis, le dernier jour d'école, le mot Mascom. Mais Victor n'aimait pas y penser. Ce qui l'inquiétait s'énonçait simplement. Henri risquait d'aller trop loin. Victor n'aimait pas trop penser à ce que trop loin pouvait être, mais un sentiment de malaise lui avait fait se poser la question. « On va le choper et l'amener au tas de charbon, dit Henri. On mettra une paire de pétards dans ses chaussures pour voir s'il sait danser. »« Mais pas des M80 tout de même !» Si c'était ce qu'envisageait Henri, Victor préférait prendre la poudre d'escampette. Un M80 dans chaque chaussure arracherait les pieds du nègre, et ça, c'était aller trop loin. « Oh, j'en ai que 4, répondit Henri sans quitter des yeux le dos de Mike Hanlon. Il n'était plus qu'à quelques 75 mètres de lui, et il parlait aussi à voix basse. « Tu ne crois pas que je vais en gaspiller 2 sur un foutu négro ?»« Oh non, Henri, évidemment. Non, on foutra juste une paire de Black Cats dans ses pompes, puis on le mettra à cul nu et on enverra ses fringues dans les friches, pour qu'il se brûle les fesses sur le lierre poison. On pourrait aussi le rouler dans le charbon, fit le roteur, son regard jusqu'ici atone devenu tout brillant. D'accord, Henri ? C'est pas chouette ?
Ouais, c'est chouette, répondit Henri sur un ton détaché, qui ne plut pas à Victor. On le roulera dans le charbon, comme je l'avais roulé dans la boue l'autre fois. Et Henri sourit, exhibant des dents qui commençaient à pourrir alors qu'il n'avait que 12 ans. J'ai quelque chose à lui dire. Je crois qu'il ne m'a pas entendu la première fois. C'est quoi, Henri demanda Peter Gordon, intéressé et excité. Peter appartenait à l'une des bonnes familles de Derry. Il vivait à West Broadway et dans 2 ans irait au lycée de Groton. C'était du moins ce qu'il croyait en ce 3 juillet. Il était plus intelligent que Victor, mais n'avait pas suffisamment fréquenté Henri pour se rendre compte à quel point il se dégradait. Tu le verras bien, répondit Henri. Maintenant, la ferme, on se rapproche. Ils étaient à 25 mètres derrière Mike, et Henri était sur le point de donner l'ordre de charger quand Moose Sadler fit partir le premier pétard de la journée. Il avait descendu 3 assiettes de haricots la veille, et le paix fut une véritable détonation d'armes à feu. Mike tourna la tête. Henri vit ses yeux s'agrandir. « Chopez-le » hurla-t-il. Mike resta un instant pétrifié, puis il démarra, courant pour sauver sa peau. Les ratés suivaient un itinéraire sinueux parmi les bambous des friches. Dans cet ordre, Bill, Richie, Beverly, mince et gracieuse dans son jean et sa blouse blanche sans manches, sandales aux pieds, Ben, s'efforçant de ne pas souffler trop fort en dépit des 26 degrés qu'affichait le thermomètre. Il portait l'un de ses volumineux hauts de survêt. Puis Stan et Eddie qui fermaient la marche, l'embout de son inhalateur dépassant de la poche droite de son pantalon. Comme cela lui arrivait souvent dans cette partie des friches, Bill avait décidé qu'ils étaient en safari dans la jungle. Hauts et blancs, les bambous limitaient la visibilité sur le sentier qu'ils avaient fini par ouvrir. La terre était noire et s'enfonçait avec un bruit de succion sous le pied, avec des flaques tellement détrempées qu'il fallait les franchir d'un bond pour ne pas avoir de boue dans les chaussures. Ces flaques présentaient d'étranges arcs-en-ciel aplatis. Une odeur lourde flottait, mélange des effluves de la décharge et de la végétation pourrissante. Bill s'arrêta à un coude et se tourna vers Richie. « Un tigre devant, tosier !» Richie acquiesça et se tourna vers Beverly. « Tigre !» souffla-t-il. « Tigre !» dit-elle à Ben. « Mangeur d'hommes » demanda Ben en déployant des efforts pour ne pas halter. « Il est tout couvert de sang » répondit Beverly. « Alors tigre mangeur d'hommes » murmura Ben à Stan, lequel transmit l'information à Eddie, dont le petit visage était empourpré d'excitation. Ils se fondirent parmi les bambous, laissant magiquement vierge le sentier boueux qui serpentait dans cette jungle. Le tigre passa devant eux et ils le virent presque, lourd, 200 kilos peut-être, sa musculature jouant avec grâce et puissance sous son pelage rayé à l'aspect soyeux. Ils virent presque ses yeux verts, les taches de sang sur son museau datant de son premier repas, une poignée de pygmées qui l'avaient dévoré vivant. Les bambous s'entrechoquèrent légèrement, un son à la fois musical et fantastique, et de nouveau tout fut calme. Ce pouvait être le passage d'une bouffée de brise estivale ou celui d'un tigre africain. « Parti !» dit Bill, qui laissa échapper une profonde expiration et retourna sur le chemin, suivi des autres. Richie était le seul à être venu armé d'un pistolet à bouchon à la détente réparée à l'adhésif. « J'aurais pu l'avoir si tu n'avais pas bougé, grand Bill, » dit-il maussade. Il repoussa ses vieilles lunettes sur le haut de son nez. « Il y a des cannibales dans le secteur. Veux-tu nous faire repérer ?»« Oh !» dit Richie, convaincu. Bill leur fit signe d'avancer, et ils reprirent leur marche sur le chemin qui se rétrécissait. Puis ils retrouvèrent la rive de la Kenduskig, qu'ils franchirent sur une série de pierres. Ben leur avait montré comment les disposer. « Bill !» s'écria Beverly au milieu de la rivière. « Quoi ?» dit Bill, s'immobilisant sur sa pierre, bras écartés, sans se retourner. « Il y a des piranhas. Je les ai vus dévorer une vache entière il y a 2 jours. Et 1 minute après, il ne restait plus que les os. Ne tombe pas. »« Bien, » dit Bill. « Faites attention, les mecs !» Avec des mouvements d'équilibristes sur un fil, ils poursuivirent leur progression. Un train de marchandises passa sur le remblai de la voie ferrée, et son brutal coup de sifflet fit sursauter Eddie, alors à mi-chemin. Presque déséquilibré, il regarda dans l'eau brillante, et pendant un instant, entre les flèches aiguës que lui lançaient les reflets du soleil, il vit vraiment les piranhas qui rôdaient. Il ne faisait pas partie de la fiction inventée par Bill, il en était sûr. Les poissons qu'il aperçut ressemblaient à des poissons rouges géants avec les énormes affreuses mâchoires des poissons-chats ou des mérous. Des crocs en dents de scie dépassaient de leurs lèvres épaisses et ils avaient la même nuance orange que les poissons rouges. Orange comme les pompons duveteux qui ornaient parfois le costume des clowns. Il décrivait des cercles dans l'eau peu profonde, claquant des dents. Eddie se mit à faire des moulinets avec les bras.
Je vais me ficher à l'eau, pensa-t-il, et ils vont me bouffer vivant. Mais Stan Uris le rattrapa fermement par un poignet et le remit d'aplomb. C'était moins une, dit Stan. Si jamais t'étais tombé, qu'est-ce que ta mère t'aurait passé? Pour une fois, sa mère était la dernière de ses préoccupations. Les autres, déjà sur la rive, comptaient les wagons du train. Eddie jeta un regard affolé à Stan, puis se tourna de nouveau vers l'eau. Il vit un sachet de chips vide passer en bouchonnant, et rien d'autre. Il leva les yeux vers Stan. « Stan, j'ai vu... » « Quoi ?» Eddie secoua la tête. « Oh, rien, je crois. Je suis juste un peu... » Mais ils y étaient. Oui, ils y étaient, et ils m'auraient bouffé vivant. Nerveux. C'est l'histoire du tigre, sans doute. Continuons. Cette rive occidentale de la Kenduskeag, rive d'Old Cape, devenait une vraie fondrière en période de pluie ou de fonte des neiges. Mais il n'avait presque pas plu depuis plus de 15 jours, et elle s'était transformée en une espèce de sol lunaire vitrifié et craquelé, d'où sortaient plusieurs cylindres de béton, jetant leur ombre sinistre. À une vingtaine de mètres, un conduit de ciment qui surplombait la rivière rejetait un filet régulier d'une eau brune à l'aspect peu engageant. D'un ton calme, Ben dit « Ça fiche la trouille ici !» Et les autres acquiescèrent. Sous la conduite de Bill, ils quittèrent la rive pour s'enfoncer dans l'épaisseur des broussailles où les insectes bourdonnaient et stridulaient. De temps en temps, un brusque et puissant battement d'ailes signalait l'envol d'un oiseau. Un écureuil leur coupa à un moment donné le chemin, et 5 minutes plus tard, alors qu'ils se rapprochaient du talus bas qui ceinturait la décharge à l'arrière, ils virent passer un rat, un morceau de cellophane encore pris dans sa moustache, trottinant sur son itinéraire secret vers sa propre jungle microscopique. Les relents des détritus s'imposaient maintenant avec force. Une colonne de fumée noire s'élevait dans le ciel. En dépit de la végétation, toujours dense, sauf sur leur étroite sente, le sol était de plus en plus couvert de débris. La tête de la décharge a des pellicules, avait déclaré Bill au grand ravissement de Richie, qui lui avait conseillé de noter ça. Pris dans les branches, des papiers s'agitaient et claquaient comme des drapeaux au rabais. Des boîtes de conserve renvoyaient un reflet argenté du fond d'un trou envahi d'herbe. Une bouteille de bière brisée lançait un rayon aveuglant. Beverly aperçut une poupée dont la peau de celluloïd était tellement rose qu'elle avait l'air ébouillantée. Elle la ramassa puis la relâcha avec un petit cri en voyant les bestioles grisâtres qui grouillaient sous son jupon moisi et le long de ses jambes en décomposition. Elle s'essuya les doigts sur son jean. Ils grimpèrent sur le talus et regardèrent en contrebas vers la décharge. « Oh, merde !» dit Bill, qui enfonça les mains dans ses poches, tandis que les autres se regroupaient autour de lui. On faisait brûler le secteur nord ce jour-là, mais ici, de leur côté, Armando Fazio, frère célibataire du concierge de l'école élémentaire de Derry, le responsable de la décharge, était en train de bricoler son vieux bulldozer datant de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait enlevé sa chemise et sa radio sur pile, posée sur la toile qui protégeait le siège de l'engin du soleil, débitait bruyamment des informations sur le match imminent entre les Red Sox et les Senators. Fazio était dur d'oreille. « On peut pas y descendre », conclut Ben. Mandy Fazio n'était pas un mauvais bougre, mais il chassait impitoyablement de la décharge tous les enfants qu'il voyait. À cause des rats, à cause du poison qu'il répandait régulièrement pour limiter la population des rongeurs, à cause des risques de coupures, de chutes, de brûlures, mais avant tout parce qu'il estimait que la décharge publique n'était pas un terrain de jeu pour les enfants. « On peut vraiment pas. Va falloir changer de programme, » admit Richie. Ils restèrent quelque temps à regarder Mandy réparer son bulldozer, dans l'espoir qu'il y renoncerait et s'en irait, mais sans y croire vraiment. La présence du poste de radio attestait qu'il avait prévu d'y passer l'après-midi. De quoi faire chier le pape, pensa Bill. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour les pétards que la décharge. On les plaçait dans les boîtes de conserve que l'explosion envoyait valdinguer, ou bien dans des bouteilles. Après quoi il fallait courir comme un dératé. Les bouteilles n'éclataient pas toujours, mais presque. Si seulement on avait des M80, soupira Richie, loin de se douter qu'il n'allait pas tarder à en recevoir un sous peu à la tête. Ma mère dit que les gens devraient se trouver heureux de ce qu'ils ont, fit Eddie d'un ton tellement sentencieux qu'ils éclatèrent tous de rire. Quand les rires s'arrêtèrent, tous regardèrent de nouveau vers Bill. Bill réfléchit pendant quelques instants et dit « Je connais un coin. Il y a une ancienne gravière dans les friches, à côté du dépôt de chemin de fer. »« Ouais !» s'exclama Stan, bondissant sur ses pieds. « Je la connais aussi. T'es un génie, Bill. » « On peut être sûr qu'il y aura de l'écho, » remarqua Beverly. « Eh bien, allons-y, » conclut Richie. Et tous les 6, le nombre magique à un près, partirent à la queue leu-leu le long du talus qui contournait la décharge. Mandy Fazio leva une fois le nez et vit leur silhouette d'Indiens sur le sentier de la guerre se découper sur le ciel bleu. Il fut sur le point de les apostropher,
Les friches n'étaient pas un endroit pour des gosses, mais au lieu de cela, il se remit à son moteur. Au moins n'était-il pas dans la décharge. Mike Hanlon passa en courant devant l'école Baptiste et fonça dans Neighbor Street en direction de la gare de Derry. Il y avait bien un concierge à l'école, mais il était vieux et encore plus sourd que Mandy Fazio. En plus, il aimait à faire la sieste par les chaudes journées d'été dans la fraîcheur du sous-sol, alors que la chaudière était silencieuse, installé dans un vieux fauteuil inclinable, son journal sur les genoux. Mike aurait pu rester des heures à cogner à la porte, et Bowers et sa bande auraient eu tout le temps de le rattraper et de lui tordre le cou. C'est pourquoi Mike ne ralentit même pas. Mais il ne donnait pas tout ce qu'il pouvait. Il essayait d'adopter un rythme régulier et de contrôler sa respiration. Henry, Huggins et Sadler ne présentaient aucun problème. Même relativement frais, ils couraient comme des bisons blessés. Chris et Gordon, en revanche, étaient rapides. En passant devant la maison où Bill et Richie avaient vu le clown, ou le loup-garou, il jeta un coup d'œil derrière lui et constata avec angoisse que Peter Gordon se rapprochait dangereusement. Il arborait un sourire joyeux, sourire de vainqueur de course ou de match, sourire devant un spectacle réussi. Et Mike se dit « Je me demande s'il sourirait comme ça, s'il savait ce qui va se passer, au cas où il m'attraperait. Est-ce qu'il croit que Henry va juste dire « Touché, c'est à toi » et repartir dans l'autre sens ?» Une fois en vue du portail du dépôt, propriété privée, les contrevenants seront poursuivis. Mike se vit forcé de mettre toute la gomme. Il n'avait pas mal, sa respiration rapide restait contrôlée, mais il savait qu'il allait souffrir s'il lui fallait garder ce rythme trop longtemps. Le portail était entr'ouvert. Il jeta un autre coup d'œil en arrière et vit qu'il avait repris un peu de terrain par rapport à Peter. Victor était à une dizaine de pas derrière lui et les autres à 40 ou 50 mètres en arrière. Ce bref coup d'œil suffit à Mike pour lire une colère noire sur le visage de Henry. Il se glissa dans l'entrebâillement et claqua le portail derrière lui. Il entendit le clic du verrou. L'instant suivant, Peter se heurtait au grillage, bientôt suivi de Chris. Peter ne souriait plus et affichait une expression boudeuse et contrariée. Le loquet était à l'intérieur et il ne pouvait pas ouvrir. Il eut le culot de dire « Allons, le môme, ouvre ce portail, ce n'est pas du jeu. »« C'est quoi pour toi du jeu, à 5 contre 1 ?» demanda Mike. « Ce n'est pas du jeu, » répéta Peter, comme s'il n'avait pas entendu la question de Mike. Mike regarda Victor et vit dans son regard qu'il était troublé. Il voulut parler, mais les autres arrivèrent à ce moment-là. « Ouvre-moi ça, négro !» vociféra Henry. Il se mit à secouer le grillage avec une telle férocité que Peter le regarda inquiet. « Ouvre ça tout de suite. T'entends ?»« Je n'ouvrirai pas, » répliqua Mike tranquillement. « Ouvre !» hurla le roteur. « Ouvre donc, espèce de foutu bamboula !» Mike recula, le cœur cognant dans la poitrine. Jamais il n'avait eu aussi peur, jamais il n'avait été aussi bouleversé. Ils étaient alignés le long du grillage du portail, criant, lui jetant des épithètes méprisantes pour sa négritude qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Ou Bangui, as de pique, panier de mur, rat de jungle, sac de café. À peine se rendit-il compte que Henry tirait un objet de sa poche, enflammait une allumette avec l'ongle et que quelque chose de rond et rouge volait vers lui à travers le grillage. Il s'écarta instinctivement et la bombe cerise alla exploser à sa gauche en soulevant de la poussière. La détonation les fit taire quelques instants. Mike les regardait à travers le grillage, incrédule, et eux lui rendaient son regard. Peter Gordon avait l'air complètement sous le choc, et la stupéfaction se lisait jusque sur le visage du roteur. « Ils ont peur de lui maintenant », se rendit-il brusquement compte. Et une voix nouvelle s'éleva en lui, peut-être pour la première fois, une voix adulte, au point d'en être inquiétante. « Ils en ont peur, mais ce n'est pas ça qui va les arrêter. Il faut que tu fiches le camp, Mickey, ou ça va mal tourner. Tous ne veulent peut-être pas que ça tourne mal. Victor, par exemple, Peter Gordon sans doute, mais ça tournera mal tout de même, parce que Henry fera tout pour ça. Alors, fiche le camp, Mickey, fiche le camp, très vite !» Il recula de nouveau de 2 ou 3 pas, et c'est alors que Henry Bowers lâcha. « C'est moi qui ai tué ton clébard, négro !» Mike resta pétrifié, avec l'impression d'avoir été atteint à l'estomac par une boule de bowling. Il scruta le regard de Henry et comprit qu'il disait la vérité. Il avait tué Mr. Chips. Cet instant parut se prolonger indéfiniment pour Mike, tandis qu'il contemplait les yeux fous, auréolés de sueur et l'expression brûlante de haine de Henry. Il lui sembla que d'innombrables choses, tout d'un coup, s'éclairaient pour la première fois, et le fait que Henry était bien plus cinglé que tout ce qu'il avait pu imaginer n'était pas le moindre. Il prit par-dessus tout conscience que le monde était sans tendresse, et ce fut surtout cette prise de conscience qui lui arracha ce cri. « Espèce de salopard de bâtard de blanc !» Henry poussa un hurlement de rage et se jeta sur la barrière, à laquelle il monta avec une terrifiante vigueur de brute.
Mike attendit encore un instant, voulant savoir si la voix adulte qui avait parlé en lui était bien réelle. Et effectivement, après la plus légère des hésitations, les autres commencèrent l'escalade. Mike fit demi-tour et repartit en courant, sprintant au milieu des voies de triage, suivies d'une ombre courte. Le train qu'avait vu les ratés depuis les friches était maintenant loin, et les seuls bruits qui parvenaient aux oreilles de Mike étaient sa propre respiration et les grincements du grillage sous le poids de Henry et des autres. Mike traversa ainsi 3 voies, ses tennis soulevant des scories de charbon. Il trébucha sur la deuxième, et une douleur vive et passagère monta de sa cheville. Il se releva et repartit. Il entendit le bruit mat produit par Henry Bowers retomber de l'autre côté de la grille. « Attends un peu que je t'attrape, négro !» hurla-t-il. Ce qui résonnait encore logiquement dans Mike avait décidé que sa seule chance de salut restait les friches. S'il arrivait à se cacher dans l'épaisseur des fourrés ou parmi les bambous, ou si la situation devenait désespérée, il pourrait toujours chercher refuge dans une canalisation et attendre. Il y arriverait peut-être, mais il avait sur le cœur un charbon ardent de rage qui n'avait rien à voir avec le raisonnement. Il comprenait à la rigueur que Henry le poursuive à l'occasion, mais Mr. Chips, pourquoi tuer Mr. Chips ? Mon chien n'était pas un négro, espèce de fumier de bâtard, pensa Mike tout en courant. Sa colère ne fit que se déchaîner. Il entendait maintenant une autre voix, celle de son père. « Je ne tiens pas à ce que tu passes ta vie à fuir. La conclusion, c'est que tu dois faire attention où tu mets les pieds. Il faut te demander si, par exemple, le jeu en vaut la chandelle avec Henry Bowers. » Mike avait couru en ligne droite vers les entrepôts, derrière lesquels un autre grillage séparait le dépôt de chemin de fer des friches. Il avait tout d'abord pensé escalader cette barrière pour sauter de l'autre côté, mais au lieu de cela, il obliqua brusquement à droite, en direction du trou de la gravière. Celui-ci avait servi à remiser le charbon jusqu'en 1935 environ. Derry était alors un point de ravitaillement pour les trains qui y transitaient. Puis vinrent les moteurs diesel, puis les locomotives électriques. Le charbon disparut, ce qu'il en restait fut pillé par les possesseurs de poêles à charbon. Un entrepreneur reprit l'exploitation de la grave, puis déposa son bilan en 1955. Ensuite, elle fut abandonnée. L'embranchement qui y conduisait existait toujours, mais les rails rouillaient et l'herbe poussait entre les traverses qui pourrissaient. Ces mêmes herbes folles prospéraient dans la gravière elle-même, en compétition avec les solidagos et les tournesols à la tête inclinée. Les scories de charbon abondaient encore au milieu de cette végétation. Tout en courant, Mike ôta sa chemise. Une fois en bordure du trou, il regarda derrière lui. Henry commençait de traverser les voies, entouré de ses copains. Peut-être pas si mal, au fond. Aussi vite qu'il put, avec sa chemise comme sac, Mike ramassa une demi-douzaine de poignées de mâche-fer bien dures. Puis il retourna jusqu'au grillage qui dominait les friches, tenant sa chemise par les manches. Mais au lieu d'escalader la barrière, il s'y adossa, fit rouler les petits blocs de mâche-fer en tas, se baissa et en prit un dans chaque main. Henry ne vit pas les projectiles, simplement que le nègre était acculé au grillage. Il courut sur lui en hurlant. « Celui-là est pour mon chien, salopard !» cria Mike sans même s'en rendre compte. Il lança le morceau de mâche-fer, qui suivit une trajectoire tendue et vint frapper Henry au front avec un bonk sonore et rebondit en l'air. Henry tomba à genoux et porta les mains à la tête. Du sang se mit à couler entre ses doigts comme par magie. Les autres freinèrent brutalement et s'immobilisèrent, une expression d'incrédulité sur le visage. Henry poussa un terrible cri de douleur et se releva, se tenant toujours la tête. Mike lui lança un deuxième projectile, qu'il repoussa d'une main, presque nonchalamment. Il souriait maintenant. « Tu vas voir un peu la surprise qui t'attend, dit-il. « Oh, mon Dieu !» Henry voulut ajouter quelque chose, mais ne réussit à émettre que des gargouillis. Mike l'avait bombardé une troisième fois et atteint directement à la gorge. Henry retomba à genoux. Peter Gordon poussa un soupir d'effroi. Moose Sadler avait le front tout plissé, comme s'il essayait de résoudre un difficile problème de maths. « Mais qu'est-ce que vous attendez, les mecs ?» arriva à articuler Henry, tandis que le sang continuait de couler entre ses doigts. Il avait une voix étrange, rouillée. « Mais attrapez-le ! Attrapez-moi ce petit fumier !» Mike n'attendit pas de voir s'ils obéissaient ou non. Il abandonna sa chemise et se lança sur le grillage. Il était sur le point d'arriver en haut lorsque des mains le saisirent rudement par un pied. Abaissant les yeux, il vit le visage déformé de Henry, couvert de sang et de débris charbonneux. Mike tira sur sa jambe et sa chaussure de tennis resta entre les mains de Henry. Alors il lança son pied nu au visage de celui qui avait tué son chien et entendit un bruit de craquement. Henry poussa de nouveau un hurlement affreux et tituba en arrière, tenant cette fois-ci son nez dégoulinant. Une autre main, celle de Huggins, s'accrocha un instant à l'ourlet de son jean, mais là aussi il put se libérer. Il lança une jambe par-dessus le grillage et quelque chose le frappa alors sur le côté du visage avec une force qui l'aveugla.
Un liquide chaud coula sur sa joue. Quelque chose d'autre le frappa à la hanche, à l'avant-bras, à la cuisse. Il lui lançait ses propres munitions. Il resta un instant suspendu par les mains, puis se laissa tomber, roulant 2 fois sur lui-même. À cet endroit, le terrain broussailleux était en pente, ce qui lui sauva la vue et peut-être même la vie. Henri s'était de nouveau approché de la barrière et lançait par-dessus l'un de ses M80. Il explosa avec une détonation terrifiante dont l'écho se répercuta et mit un grand cercle de sol à nu. Des tintements dans les oreilles, Mike roula cul par-dessus tête et se remit avec peine sur ses pieds. Il était maintenant dans une végétation plus haute, à la limite des friches. La main qu'il passa sur sa joue se couvrit de sang. Ce sang ne l'inquiétait pas particulièrement, il ne s'était pas attendu à en sortir intact. Henri lança une bombe cerise, mais Mike la vit venir et s'en éloigna facilement. « Chopons-le » rugit Henri, qui entreprit d'escalader le grillage. « Bon sang, Henri, je ne sais pas si... » Les choses étaient allées trop loin pour Peter Gordon, qui jamais ne s'était trouvé dans une situation d'une telle sauvagerie. Normalement, le sang n'aurait pas dû couler, au moins pour son équipe, qui avait la supériorité du nombre et de la force. « Fallait y penser avant » gronda Henri, déjà à mi-hauteur de la barrière. Il restait accroché là, comme une araignée humaine venimeuse, congestionnée. Il jeta un regard sinistre à Peter, le tour des yeux rouges de sang. Le coup de pied de Mike lui avait cassé le nez, mais il lui faudrait quelque temps pour s'en apercevoir. « Fallait y penser avant, ou c'est moi qui vais m'occuper de toi après, espèce d'enfoiré minable. » Les autres se mirent à escalader le grillage, Peter et Victor à contre-cœur, Huggins et Moose toujours aussi bêtement ravis de l'aventure. Mike n'attendit pas d'en savoir davantage. Il fit demi-tour et s'engouffra dans les broussailles, tandis que Henri beuglait derrière lui. « Je te trouverai, négro, je te trouverai !» Les ratés venaient d'atteindre le côté opposé de la gravière, qui, 3 ans après l'enlèvement du dernier chargement de cailloux, n'était plus qu'une vaste dépression herbeuse. Ils entouraient Stan, examinant en connaisseur son paquet de Black Cats, lorsque se produisit la première détonation. Eddie sursauta. Il était toujours sous l'effet des piranhas qu'il croyait avoir vus. Il ignorait à quoi ressemblaient de vrais piranhas, mais sûrement pas, à son avis, à des poissons rouges géants munis de dents. Ils étaient tous excités à la perspective de faire sauter les pétards et supposèrent que d'autres gamins avaient eu la même idée qu'eux. « Ouvre-les, dit Beverly, j'ai des allumettes. » Stan procéda avec précaution. Des caractères chinois exotiques figuraient sur l'étiquette noire, ainsi qu'un laconique avertissement en anglais qui fit pouffer de nouveau Richie. « Ne pas garder à la main après allumage, disait-il. « Ils font bien de m'avertir, gloussa Richie. Moi qui croyais que ça servait à se débarrasser des doigts qu'on a en trop. » Lentement, presque religieusement, Stan retira l'enveloppe de cellophane rouge et posa dans le creux de sa main le bloc de petits tubes rouges, bleus et verts. Leurs mèches étaient tressées ensemble. « Je vais faire les... » commença Stan lorsqu'il y eut une deuxième détonation, beaucoup plus forte, dont l'écho se répercuta dans les friches. Un nuage de mouettes s'éleva à côté est de la décharge, avec de véhémentes protestations. Cette fois-ci, ils sursautèrent tous. Stan lâcha les pétards et dut les ramasser. « Est-ce que c'était de la dynamite » demanda nerveusement Beverly. Elle regardait Bill, qui, la tête redressée et les yeux grands ouverts, ne lui avait jamais paru aussi beau, avec cependant quelque chose de trop tendu dans son attitude, comme un daim humant l'odeur de l'incendie. « Je crois que c'était un M80, fit calmement Ben. Le 4 juillet dernier, j'étais dans le parc, et des grands en ont mis un dans une poubelle en acier. C'était le même bruit. »« Je parie que la poubelle a été trouée, meule de foin, fit Richie. »« Non, mais un côté s'est déformé, comme si quelqu'un avait donné un coup de poing dedans, et ils se sont enfuis. »« La deuxième explosion était plus proche, remarqua Eddie, lui aussi tourné vers Bill. »« Dites, les gars, est-ce que vous voulez qu'on lance cela ou non ?» demanda Stan. Il venait de préparer une douzaine de pétards et avait remis le reste dans le papier ciré. « Oh oui, bien sûr, dit Richie. »« Non, range-les. » Tous regardèrent Bill, intrigués et un peu effrayés, plus par son ton abrupt que par ce qu'il avait dit. « Je t'ai dit de les ranger, répéta Bill, le visage déformé par l'effort qu'il faisait pour cracher les mots. Des postillons volaient de sa bouche. Il va se produire quelque chose. Eddie se passa la langue sur les lèvres. Richie repoussa ses lunettes du pouce sur l'arête en sueur de son nez, et Ben se rapprocha de Beverly sans même y penser. Stan ouvrit la bouche pour dire quelque chose, lorsque se produisit une troisième explosion, plus faible, celle d'une bombe cerise. « Des cailloux, dit Bill. « Quoi » demanda Stan. « Cailloux, munitions !» Bill se mit aussitôt à ramasser des cailloux qui bientôt gonflèrent ses poches. Les autres le regardaient comme s'il était devenu fou, et Eddie sentit la sueur qui perlait à son front.
Il sut tout d'un coup à quoi ressemblait une attaque de malaria. Il avait ressenti quelque chose du même genre le jour où Bill avait rencontré Ben, que lui aussi commençait à appeler meule de foin, et où Henry Bowers l'avait fait saigner du nez. Mais aujourd'hui, c'était pire, comme si l'heure d'Hiroshima était arrivée pour les friches. Ben se mit à son tour à ramasser des cailloux, imité par Richie. Il faisait vite, en silence. Les lunettes de Richie dévalaient la pente de son nez et tombèrent sans se casser sur les graviers. Il les ramassa machinalement et les glissa dans la poche de sa chemise. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demanda Beverly d'une petite voix un peu trop tendue. « Oh, je sais pas, la môme, » dit Richie en continuant de sélectionner des cailloux. « Beverly ?» fit Ben. « Il vaudrait peut-être mieux que tu retournes vers la décharge. »« Oh, tu peux toujours courir, Ben Ascom, » répondit-elle en se mettant elle-même à ramasser des munitions. Stan les regardait, l'air pensif, comme si c'étaient des paysans fous cueillant des pierres. Puis il s'y mit lui-même, lèvres serrées, imité au bout d'un instant par Eddie. « Pas cette fois, pas si mes amis ont besoin de moi, songeait-il, tandis que se manifestait la sensation familière de son gosier, se réduisant à un trou d'épingle. Henry Bowers avait grandi trop vite pour pouvoir faire preuve de vitesse et d'agilité dans des circonstances ordinaires. Mais celle-ci ne l'était pas. Il était pris d'une véritable frénésie, faite de douleur et de rage, ce qui décupla brièvement ses forces physiques. Toute pensée consciente avait été bannie de son esprit, devenu comme ces crépuscules roses, rouges et gris de fumée lors des incendies de prairie à la fin de l'été. Il fonça vers Mike Hanlon comme un taureau sur un chiffon rouge. Mike suivait un sentier rudimentaire sur l'un des bords de la gravière, sentier qui finirait par le conduire à la décharge, mais Henry n'en était plus au stade où l'on se soucie d'un sentier. Il chargeait en ligne droite, au travers des buissons et des ronces, sans sentir ni les minuscules coups d'aiguille des épines, ni les gifles des jeunes rameaux qui lui fouettaient le visage, le cou et les bras. Une seule chose comptait, la tête de ce sale nègre qui se rapprochait. Henry tenait un M80 de la main droite et une allumette de la main gauche. Quand il aurait attrapé le nègre, il allumerait le gros pétard et lui fourrerait dans son pantalon. Mike savait que Henry gagnait du terrain, sans compter que les autres étaient sur ses talons. Il essaya d'accélérer. Il était maintenant terrifié et devait déployer de terribles efforts de volonté pour ne pas être pris de panique. Il s'était fait bien plus mal à la cheville en traversant les voies qu'il ne l'avait cru sur le moment, et il commençait à traîner la jambe. Les craquements et froissements qui signalaient la progression de Henry lui donnaient la désagréable impression d'être poursuivi par un chien dressé pour tuer ou par un ours solitaire. Le sentier s'ouvrit juste devant lui, et Mike tomba plutôt qu'il ne courut dans la gravière. Il roula jusqu'au fond, se remit sur ses pieds, et l'avait déjà à moitié traversé lorsqu'il se rendit compte qu'il y avait d'autres gosses, 6 en tout, alignés avec une curieuse expression sur le visage. Ce ne fut que plus tard, lorsqu'il eut le temps de revenir sur ce qui s'était passé, qu'il comprit ce qu'il y avait eu de si curieux dans cette expression. On aurait dit qu'il l'attendait. « Aidez-moi » haleta Mike tout en boitillant vers eux. Instinctivement, il s'adressa au plus grand, celui aux cheveux roux. « Des grands, des costauds !» Et c'est à ce moment-là que Henry déboucha dans la gravière. Il aperçut le groupe et s'arrêta en dérapant. Il manifesta un instant de l'incertitude et regarda par-dessus son épaule. Il vit ses troupes, et quand il se tourna de nouveau vers les ratés, Mike se tenait maintenant à côté et légèrement en arrière de Bill Denbrough, il avait le sourire. « Je te connais, morveux, dit-il s'adressant à Bill. Et toi aussi. Et où sont tes lunettes, les 4 yeux ?» Et avant que Richie ait pu lui répondre, il vit Ben. « Fils de pute, il y a aussi le Groslard et le juif. Et c'est ta petite amie, Groslard ?» Ben tressaillit devant cette obscénité. Peter Gordon arriva alors à hauteur de Henry, suivi de Victor, qui se plaça de l'autre côté de son chef, puis de Huggins et Moose Sadler. Les deux groupes se faisaient maintenant face, alignés comme à la parade, ou presque. Hors d'haleine, avec encore quelque chose d'un minotaure, Henry leur lança par à-coups. « J'ai des comptes à régler avec pas mal d'entre vous, mais ça peut attendre. C'est le nègre que je veux, aujourd'hui. Alors, tirez-vous, petit merdeux. »« Ouais, tirez-vous » parada le roteur. « Il a tué mon chien » cria Mike d'une voix suraiguë et brisée. « C'est lui qui l'a dit. »« Toi, tu te ramènes tout de suite, » lui dit Henry. « Et peut-être que je te tuerai pas. » Mike tremblait, mais ne bougea pas. Parlant sans forcer, mais clairement, Bill intervint. « Les friches, c'est notre territoire. C'est vous qui allez vous barrer. » Les yeux de Henry s'agrandirent, comme s'il venait d'être frappé de manière inattendue. « Et qui va nous virer » demanda-t-il. « Toi, peut-être, gros malin ?»« Oui, on en a notre claque de tes conneries, Bob Bowers. Tire-toi !» « Espèce de bégayeur à la con » repartit Henry,
qui baissa la tête et chargea. Bill tenait une poignée de cailloux. Tous en tenaient une, sauf Beverly qui n'avait qu'un caillou à la main, et Mike qui n'en avait aucun. Bill commença à les lancer vers Henry, sans précipitation, mais avec vigueur et une belle précision. Sauf pour le premier qui le rata de peu. Le deuxième l'atteignit à l'épaule, le troisième à la tête. Si ce dernier l'avait manqué, peut-être Henry aurait-il eu le temps d'arriver jusqu'à Bill et de le jeter à terre. Henry poussa un cri de surprise et de douleur, leva les yeux et reçut une volée de 4 pierres, une de Richie Tosier à la poitrine, une d'Eddie qui ricocha sur son épaule, une de Stan au tibia et celle de Beverly qui l'atteignit au ventre. Il les regardait, incrédule, et soudain l'air fut plein de missiles. Henry s'effondra en arrière, avec toujours la même expression de souffrance et d'incrédulité sur le visage. « Hé, les mecs !» hurla-t-il. « Venez m'aider !»« On charge !» dit Bill à voix basse. Sans attendre de voir s'il serait ou non obéi, il fonça. Tous le suivirent, lançant leurs cailloux non seulement à Henry, mais aux autres. Ceux-ci s'étaient penchés, cherchant frénétiquement des munitions, mais ils furent bombardés avant d'avoir pu en rassembler beaucoup. Peter Gordon poussa un cri, un caillou lancé par Ben venait de rebondir sur sa pommette et le sang coulait. Il recula de quelques pas, lança à son tour 1 ou 2 cailloux sans conviction, puis s'enfuit. Il en avait son content. Ce n'était pas ainsi que se passaient les choses sur West Broadway. Henry, gêné par le M80 qu'il tenait toujours, rassembla en balayant du bras un monceau de munitions qui, heureusement pour les ratés, était surtout constitué de petits galets. Il jeta l'un des plus gros sur Beverly et lui entailla le bras. Elle poussa un cri. Avec un mugissement, Ben fondit sur Bowers, qui eut le temps de le voir arriver, mais pas de sortir de son chemin. Henry n'était pas bien calé sur ses jambes, et Ben dépassait déjà les 70 kilos. Résultat inévitable, Henry ne s'étala pas, il vola, atterrit sur le dos et glissa. Ben courut de nouveau sur lui, n'ayant que vaguement conscience d'une sensation douloureuse montant de son oreille, que venait de toucher un projectile de la taille d'une balle de golf lancé par le roteur. Henry se remettait en chancelant sur ses genoux lorsque Ben le rejoignit et lui allongea un coup de pied violent qui le heurta à la hanche. Il foudroya Ben du regard. « On ne lance pas des cailloux à une fille !» rugit Ben. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais été autant scandalisé de sa vie. « Tu ne... » C'est alors qu'il vit une flamme dans la main de Henry, qui venait de gratter son allumette. Il enflamma le gros cordon du M80 et jeta l'explosif à la tête de Ben. Instinctivement, Ben repoussa l'engin de la paume de la main comme un volant avec une raquette de badminton. La grenade, le mot n'est pas trop fort, retomba. Henry la vit venir. Ses yeux s'élargirent et il plongea pour s'en écarter. Le M80 explosa une fraction de seconde plus tard, noircissant le dos de la chemise de Henry et la lui déchirant. L'instant suivant, un caillou lancé par Moose Sadler toucha Ben, qui tomba à genoux. Ses dents se refermèrent sur sa langue, qui se mit à saigner. Sonné, il regarda autour de lui. Moose se précipitait vers lui, mais avant d'avoir pu l'atteindre, Bill arrivait par derrière et bombardait le gros garçon de cailloux. Moose pivota et vociféra. « Tu m'as frappé par derrière, espèce de ventre jaune, espèce de lâche !» Il s'apprêtait à charger Bill lorsque Richie intervint et lui lança une rafale de projectiles. La rhétorique de Sadler sur le comportement des ventres jaunes n'impressionna pas Richie. Il avait vu 5 gros gaillards lancés aux trousses d'un gosse affolé, et il n'y avait pas là, à son avis, de quoi le faire admettre à la table ronde du roi Arthur. L'un des cailloux de Richie ouvrit l'arcade sourcilière de Moose, lequel poussa un hurlement. Eddie et Stan arrivèrent à la rescousse, suivis de Beverly, dont le bras saignait, mais dont le regard brillait de détermination. Les cailloux volèrent. Huggins cria quand l'un d'eux l'atteignit à la pointe du coude. Il se mit à danser comme un ours, se frottant le bras. Henry se releva, le dos de sa chemise en haillons, mais la peau en dessous miraculeusement intacte. Cependant, avant d'avoir fini son mouvement, Ben Hanscom le touchait à la nuque et il retomba à genoux. C'est finalement Victor Chris qui fit le plus de dégâts parmi les ratés, en partie parce qu'il était bon lanceur, mais surtout, paradoxalement, parce qu'il était de tous les assaillants celui qui s'impliquait le moins dans les événements. Il avait de plus en plus envie d'être ailleurs. Il pouvait se blesser sérieusement dans une bataille de cailloux, avoir le crâne fendu, des dents cassées, même perdre un œil. Mais tant qu'à s'y trouver, il entendait bien ne pas se laisser faire. Son sang-froid lui avait donné 30 secondes de plus pour ramasser une poignée de pierres de bonne taille. Il en lança une à Eddie, qui l'atteignit au tibia, au moment où les ratés se regroupaient. Eddie tomba en pleurant, le sang se mit à couler tout de suite. Ben se tourna vers lui, mais Eddie se relevait déjà, les yeux plissés, son sang brillant avec un éclat affreux sur sa peau pâle. Victor s'attaqua à Richie et l'atteignit à la poitrine.
Richie répliqua, mais Vic évita facilement le caillou et en lança un autre à Bill Denbrough. Ce dernier rejeta la tête de côté, mais pas tout à fait assez vite. Le projectile lui ouvrit la joue. Bill se tourna vers Victor. Leurs regards se croisèrent et Vic lut dans le regard du bègue quelque chose qui l'épouvanta. Bêtement, les mots « pousse, je dis pousse » lui vinrent aux lèvres. Sauf que ce n'était pas ce qu'on disait à deux petits morveux, pas si l'on refusait d'être relégué au banc d'infamie par ses copains. Bill commença alors à s'avancer vers Victor, et Victor à marcher vers Bill. Au même instant, comme sur le déclenchement d'un signal télépathique, ils commencèrent à se lancer des cailloux, toujours en se rapprochant l'un de l'autre. Autour d'eux, la bataille fléchit au fur et à mesure que les autres se tournaient pour regarder. Henry lui-même tourna la tête. Victor esquivait, sautillait, Bill non. Les cailloux de Victor vinrent l'atteindre à la poitrine, à l'épaule, à l'estomac. Un autre lui frôla l'oreille. Indifférent en apparence à ce bombardement, Bill lançait pierre après pierre en y mettant toute sa force. La troisième toucha Victor au genou. Il y eut un craquement sec. Victor laissa échapper un gémissement étouffé. Il était à court de munitions, alors qu'il restait un caillou dans la main de Bill. Il était lisse et blanc, avec des éclats de quartz, à peu près de la taille d'un œuf de canne. Il paraissait extrêmement dur. Bill était maintenant à moins de 2 mètres de Chris. « Vous vous barrez d'ici tout de suite, ou bien je te fends le crâne. Je suis sérieux. » Victor vit dans son regard que Bill était en effet sérieux. Sans un mot, il fit demi-tour et déguerpit par le même chemin qu'avait emprunté Peter Gordon. Huggins et Moose Sadler jetaient des coups d'œil incertains autour d'eux. Le premier saignait abondamment du cuir chevelu, le second du coin de la bouche. Les lèvres de Henry bougèrent, mais il n'émit aucun son. Bill se tourna alors vers lui. « Barre-toi » dit-il. « Et sinon quoi » demanda Henry, s'efforçant de prendre un ton menaçant. Mais Bill lut quelque chose de différent dans ses yeux. Il avait la frousse et il allait partir. Bill aurait dû s'en réjouir, éprouver même un sentiment de triomphe, mais il ne se sentait que fatigué. « Sinon, c'est nous qui allons te tomber dessus. À nous 6, on sera bien capable de t'envoyer à l'hosto. »« Nous 7, le corrigea Mike, qui venait de rejoindre le groupe des ratés. Il tenait dans chaque main une pierre de la taille d'une balle de baseball. « Amène-toi donc, Bowers, j'adorerais ça. » Espèce de fumier de nègre. Les vociférations d'Henry s'étranglèrent comme s'il allait pleurer. Ce timbre de voix fit perdre à Huggins et à Moose leur reste de combativité. Ils battirent en retraite, laissant tomber les cailloux qu'ils tenaient encore. Le roteur regarda autour de lui comme s'il ne savait pas exactement où il se trouvait. « Barrez-vous de notre coin, dit Beverly. « La ferme, connasse, gronda Henry. Tu... » 4 cailloux volèrent en même temps et frappèrent Henry en 4 endroits différents. Il hurla et recula frénétiquement, à 4 pattes sur le sol, où poussaient quelques rares touffes d'herbe. Les restes de sa chemise lui battaient les flancs. Il regarda les visages enfantins vieillis d'une expression sinistre, puis se tourna vers ceux, pleins d'effroi, du roteur et de Moose. Aucune aide à attendre de là, aucune. Gêné, Moose se détourna. Henry se remit sur ses pieds, sanglotant et reniflant comme il pouvait par son nez cassé. « Je vous tuerai tous, dit-il, prenant tout d'un coup le pas de course en direction du sentier. En quelques instants, il avait disparu. « Fiche le camp, dit Bill à Huggins. Disparaissez et ne remettez plus les pieds ici. Les friches sont à nous. »« Vous allez regretter d'avoir foutu Henry en colère, les mômes, répondit le roteur. « Allez, viens, ajouta-t-il à l'intention de Moose. Ils s'éloignèrent, la tête basse, sans regarder derrière eux. Ils se tenaient tous les 7 en un demi-cercle approximatif, aucun sans plaie saignante sur le corps. L'apocalyptique bataille de cailloux avait duré moins de 4 minutes, mais Bill se sentait comme s'il venait de faire la Deuxième Guerre mondiale sur les 2 fronts, sans une seule permission. Les hoquets et les râles d'Eddie Casbrack à la recherche de son air rompirent le silence. Ben se dirigea vers lui, puis sentit l'assortiment de confiseries, 3 Twinkies et 4 ding-dong qu'il avait engloutis en chemin sur la route des friches qui se mettaient à jouer au yo-yo dans son estomac. Il courut alors jusqu'au buisson où il vomit de manière aussi privée et discrète que possible. Mais Richie et Bev entouraient déjà Eddie. Beverly passa un bras autour de la taille mince du garçonnet, tandis que Richie extrayait l'inhalateur de sa poche. « Mors là-dedans, Eddie !» dit Richie, et Eddie prit une aspiration entrecoupée et octante, tandis que Richie appuyait sur la détente. « Merci !» réussit à dire Eddie. Ben ressortit des buissons écarlates, s'essuyant la bouche du pan de son survêt. Beverly s'approcha de lui et lui prit les mains. « Merci pour ce que tu as fait pour moi, dit-elle. »
Ben acquiesça, les yeux sur la pointe de ses tennis toutes sales. « À ton service, môme, répondit-il. Les uns après les autres, ils se retournèrent vers Mike et sa peau noire. Ils l'observaient avec soin et prudence, songeur. Mike avait déjà été l'objet d'une telle curiosité. En réalité, il en avait toujours été ainsi, et il leur rendit leur regard en toute candeur. Bill se tourna vers Richie, leurs yeux se rencontrèrent, et Bill crut presque entendre le clic qui signalait que l'ultime pièce d'une machine aux fonctions inconnues venait de se mettre en place. Il sentit de petites pointes de glace lui picorer le dos. « Nous voici tous réunis maintenant, pensa-t-il. Cette idée détenait une telle force, une telle justesse, que pendant un instant il ne sut plus s'il l'avait ou non exprimée à voix haute. Mais il n'y avait bien sûr nul besoin de parler. Il lisait la même chose dans les yeux de Richie, dans ceux de Ben, dans ceux d'Eddie, dans ceux de Beverly et dans ceux de Stan. « Nous voici tous réunis maintenant, songea-t-il à nouveau. Que Dieu nous vienne en aide. Maintenant, ça commence vraiment. Je t'en supplie, mon Dieu, aide-nous. »« Comment tu t'appelles, petit ?» demanda Beverly. « Mike Hanlon. »« T'as pas envie de faire sauter des pétards avec nous ?» intervint alors Stan. Le sourire que leur adressa Mike répondait assez pour lui.